Hello, c'est de nouveau moi. Alors, tout à l'heure, il s'est passé au bureau que pendant que je vous enregistrais la vidéo, vous savez la vidéo qui s'intitule On ne guérit pas de l'autisme, l'autisme n'est pas une maladie. Pendant que je l'enregistrais, je n'avais pas vu parce qu'en fait, j'ai commencé à vous l'enregistrer sur mon temps de pause, mais j'attendais en tout cas un invité pour un déjeuner professionnel si on veut. Donc, quand je me suis levée en interrompant la vidéo, c'est qu'on est venu me prévenir justement qu'il fallait que je parte pour ce déjeuner professionnel. Donc, je vais continuer dans le sujet que j'ai abordé avec vous tout à l'heure. Donc, je vous disais qu'on ne guérit pas de l'autisme, donc j'ai répondu déjà à cette question, si c'est quelque chose qui vous taraude beaucoup l'esprit, parce qu'on vous a annoncé le diagnostic de votre enfant autiste. Voilà, soyez, enfin, vaut mieux que vous le sachiez. Je sais que c'est pas rassurant quand je le dis comme ça, mais on ne guérit pas de l'autisme, vous comprenez, ce n'est pas une maladie, ce n'est pas, voilà, c'est pas, on ne guérit pas de l'autisme en fait. L'autisme, c'est une condition de neurodéveloppemental différent, c'est tout. Voilà, c'est juste un neurodéveloppement, pardon. Je crois que là, je viens de dire des choses qui ne, voilà, qui n'ont pas de sens. C'est une condition de neurodéveloppement différent. Donc, c'est un neurodéveloppement qui est différent. C'est tout. Voilà. Et ce neurodéveloppement, c'est pas que là. C'est aussi sensoriel. Ça peut être moteur pour certains autistes. Voilà, ça peut toucher à plusieurs choses. Voilà. Je sais qu'en fait, quand je vous parlais du deuxième point, je vous disais, il peut y avoir des parents qui se disent, voilà, j'ai eu cet enfant, j'avais des rêves pour lui, j'avais des projets, je l'imaginais docteur, astronaute, ingénieur, je l'imaginais dans une grosse carrière sportive, je l'imaginais dans plein de choses et je dois faire le deuil de mon enfant. Non. Alors, un peu de non, un peu de oui. De toutes les façons, quand on a un enfant en tant que parent, on a des projets, on a des choses, on se projette, n'est-ce pas? Mais même chez un enfant qui n'est pas autiste, chez un enfant, voilà, chez un enfant lambda, ben il arrive aussi que l'enfant, heureusement, parce que ça s'appelle de l'auto... Comment ça se dit déjà? De l'autodétermination, voilà. L'enfant, à un moment, s'affirme, l'enfant va faire des choses, pas juste par rapport à ce que nous, on avait comme projet pour cet enfant, mais aussi en fonction de ses propres aspirations en tant que personne, en fonction de ses capacités, en fonction des passions, des choses qui l'animent. Eh bien, ce sera pareil pour votre enfant autiste. Certes, ce sera un peu différent parce qu'il lui faudra un encadrement différent. Cet enfant, déjà à l'école, il faudra qu'il soit dans une classe ou une classe spécialisée, ou qu'il est dans une classe classique, euh, un assistant d'éducation spécialisé, vous comprenez? En France, ça se dit AESH, dans d'autres pays, ça s'appelle AVS, et dans d'autres pays, voilà, ça s'appelle soutien scolaire et tout ça, soutien scolaire spécifique. En tout cas, l'enfant aura besoin soit d'être dans une classe spécialisée. Pour certains enfants, il faut même être dans une école spécialisée. Et chez d'autres enfants, ce sera tout simplement dans une classe classique, dans une école classique, mais avec l'aide, en plus du professeur de la classe, d'un professeur supplémentaire qui s'occupera d'adapter les enseignements de la classe au niveau de compréhension de l'enfant, de l'accompagner tout doucement, d'aider cet enfant à apprendre en tout petit groupe, à pouvoir sortir des fois de la classe pour être dans un coin plus tranquille pendant 30 minutes, 40 minutes pour réviser certaines choses qui ont été faites en groupe, ou alors faire cela avec un groupe de 3, 4 enfants. Moi, mon fils est passé par toutes ces différentes étapes. Comme vous le savez, j'ai vécu dans des pays différents et c'est encore le cas aujourd'hui. Je sais que je n'ai pas fini de faire le tour des pays du fait du type de carrière professionnelle que j'ai choisi. Donc, ça fait que je teste aussi des environnements différents avec les apprentissages de mon fils et je vois des choses qui marchent pas. Donc, cet enfant déjà, dans ses apprentissages, voilà,
Je sais que vous allez me dire, oui, mais c'est pas tous les enfants autistes qui sont scolarisés. C'est vrai, ok? C'est vrai. Pour les enfants autistes qui ne peuvent pas être scolarisés, il y a des institutions spécialisées où, par exemple, du fait des capacités ou du peu de capacité de l'enfant, il ne peut pas assimiler certaines choses, ok? Moi, par exemple, j'ai forcé pour mon fils pour qu'il ait le système éducatif classique, mais j'ai vraiment fait du forcing pour cela, ok? Jusqu'à ce que j'en arrive à un moment à comprendre qu'en fait, non. Moi, je voulais à tout prix adapter mon fils au parcours classique. Je voulais qu'il s'adapte. Je ne voulais pas tenir compte de lui, de l'endroit où il peut partir, mais de ce que je voulais, moi, qu'il fasse et ce que je pensais qu'il fallait qu'il fasse. OK? Un jour, je me suis posée, je me suis dit, écoute, tu as tout testé, et visiblement, cet enfant est en souffrance parce que, voilà, il va errer dans l'école, il sera dans la classe, il sera isolé dans son coin parce qu'il ne comprend rien à tout ce qu'on est en train de dire, pas parce qu'il ne peut pas comprendre. Il peut absorber les enseignements, mais il faut les adapter. Une fois que j'ai compris ça, j'ai accepté que mon fils passe en classe spécialisée. Pour moi, c'était hors de question avant, c'était coller une étiquette à mon enfant. J'étais pas dans le déni, c'était pas ça. Mais c'était juste qu'en fait, j'étais encore dans cette optique de, voilà, cet enfant, je veux qu'il fasse un parcours classique. Il va y arriver, il va s'adapter, il va se suradapter, on va l'aider. Mais vous n'imaginez pas tout ce que j'ai fait pour aider mon fils. Tout l'argent que j'ai dépensé, le genre de thérapie que j'ai expérimenté, les thérapies comportementales, les choses, j'ai tout fait, ok? Et à un moment, je me suis dit, mais en fait, tu le fais pour qui? Pour toi en tant que parent ou pour cet enfant? Regarde les capacités de cet enfant et pars à partir des capacités de l'enfant. Il faut que ton point de démarrage, ton point d'ancrage soit mon enfant à date dans ce qu'il est capable de faire, dans ce qu'il aime faire, dans ce à quoi il prend plaisir. Ben, on peut commencer à adapter les enseignements à partir de ça. En fait, à partir de lui. Mon fils, par exemple, on savait que voilà, il aimait beaucoup travailler, dans les jeux d'imitation, dans des choses. Donc, on a adapté les apprentissages et il est passé en classe spécialisée. Ça veut dire que dans une classe classique, vous allez avoir les 20, 22 enfants. Dans une classe spécialisée, vous en avez 7 ou 8 petits groupes. Maintenant, dans ces 7 ou 8 enfants, chacun a un handicap ou en tout cas une différence j'allais dire une différence différente. Mais en fait, c'est ça. Chacun a sa différence, ok? Des fois, c'est des classes entièrement d'autistes. Des fois, c'est des classes avec des enfants avec des troubles autistiques combinés avec d'autres troubles. Ça peut être un mélange de tout, ok? Mais en fait, c'était une classe qui permettait en fait de suivre chaque enfant selon son type de besoin. Et c'est encore le cas pour lui aujourd'hui. Et déjà, en étant en plus petit groupe, la classe est emménagée différent. Dans une classe classique, vous n'allez pas avoir la petite cabane qui est faite pour que quand il ressent le besoin de s'isoler, de décompresser un peu, qu'il puisse aller trouver refuge dans la cabane. Dans une classe classique, vous n'avez pas des coloris un peu spécifiques en images et tout ça pour expliquer la journée. Vous n'avez pas des scratchs et tout qui expliquent que voilà, quand on arrive le matin, voilà, il y a l'image, on pose le sac, il y a l'image, on dit bonjour aux camarades de classe, il y a l'image, je me pose sur mon banc, il y a l'image, par exemple, je vais commencer par faire du coloriage, ensuite, je vais faire des mathématiques, il y a l'image, vous comprenez? Et en fait, là, il a sa programmation visuelle et en fait, il retire le scratch qui dit accrocher le manteau, accrocher le sac, voilà. Il retire le scratch qui dit activité de coloriage, de dessin, de mathématiques terminées. Il sait que c'est fini, ok? Dans une classe classique, il n'y a pas le fait que après chaque activité, on a une récompense. Mon fils, il a beaucoup fonctionné pendant longtemps par le système des récompenses. Ça veut dire qu'il savait, par exemple, alors on partait de quelque chose qu'il aime, hein, du style, je sais pas moi. Avant, on est parti par des récompenses alimentaires parce que voilà, il aimait des choses, c'est un bon mangeur. Aujourd'hui, c'est des récompenses du type, il adore son circuit automobile avec ses voitures qui font ça. Ben, on va proposer une activité qui dure, allez, maximum 30 minutes, 40 minutes, parce que c'est le maximum de son temps de concentration. Donc, si on observe, je dis, c'est un exemple pour mon fils, mais chez un autre enfant, ça pourra être plus de temps de concentration ou moins. Chaque enfant est différent. Alors, si vous observez que
chez votre enfant, le temps de concentration, c'est maximum 10-15 minutes. Ben, vous fractionnez l'activité, n'est-ce pas? Il faudra que l'activité de mathématiques adaptée à son niveau ou l'activité de lecture ou de je ne sais pas trop quoi n'excède pas les 10-15 minutes pour lesquelles votre enfant est capable de se concentrer. Sinon, au-delà, il est en souffrance, en fait. Il va vous montrer, il va se rouler par terre, il va crier, il va se déconcentrer, il ne voudra plus absorber, il va faire ça dépend des enfants, en fait, où il vous fera non. Et tout ça dépend des enfants. Chaque enfant a sa façon. En tout cas, il n'absorbera plus, même s'il ne vous dit rien. Est-ce que ça sert à grand-chose? Non. Si votre enfant, le mien par exemple, on avait vu que certaines activités, c'était 30, maximum 40-45 minutes d'activité qu'il acceptait, ok? Et ça variait selon les activités. Je vous prends l'exemple, une activité de 30 minutes, bah, on lui disait, vous voyez, on mettait la photo en scratch par exemple, là c'est des pecs, on met la photo de l'activité type, si c'est du coloriage, si c'est des mathématiques, si c'est de la lecture, on met la photo de l'activité et ensuite on met la photo de la récompense. Est-ce que la récompense, c'est un gâteau, c'est un fruit? Aujourd'hui, il est de plus en plus grand. La récompense, c'est des types d'activités qu'il aime. Aujourd'hui, le type de récompense, par exemple, c'est son circuit automobile avec lequel il aime jouer. Donc, on va mettre la photo de l'activité et on va mettre la photo du bonus en lui disant, écoute, on fait d'abord l'activité et ensuite, on a le bonus. D'accord, d'accord. Il décroche le PEX, il le pose, il fait l'activité. Vous voyez, dans son cerveau, c'est déjà programmé qu'en fait, ah ouais, quand j'ai bouclé cette activité, j'aurai droit à mon activité bonus. Donc, il est motivé. Une fois qu'il a terminé l'activité, ben, on lui sort son circuit automobile en lui disant, ben, tiens, il peut jouer avec les voitures, il joue, il joue, il joue. On sait que voilà, on va lui donner allez, 10 minutes de jeu ou 15 minutes de jeu. Ensuite, on reprend et on passe à une autre activité. Vous voyez? Ça, dans une classe classique, vous ne pouvez pas. C'est impossible à faire dans une classe classique. Parce que déjà, c'est une classe avec 20 enfants contre une classe avec 7 ou 8 enfants. OK? Donc, c'est un tiers déjà. De deux, les adaptations pédagogiques ne peuvent pas... Enfin, une classe classique n'a pas le temps de suivre tout ça. Donc, je vous disais, il faut partir de l'enfant, ok? On avait noté à un moment qu'il aimait bien tout ce qui était puzzle, tout ce qui était assemblage et tout. Ben, on a adapté l'activité de mathématiques à ce truc-là en se disant, ben, ah, ok. En fait, quand il assemble les tours, les trucs et tout, ben, en faisant ça, il peut comprendre la mathématique. Du coup, il a appris à compter à partir d'une activité que lui, il aimait. Donc, je vous dis en fait que pour l'avenir de votre enfant, ne vous dites pas, mais cet enfant ne pourra plus. Mais non, vous partirez de l'enfant, de ce qu'il est capable de faire, de ce qu'il aime faire et de ses capacités, de ses dons. Faut pas croire les choses qu'on vous dit, chaque enfant. Non, mais les autistes, oh, ils ont une fascination pour les chiffres. Oh, ils sont super forts en ceci. C'est faux. C'est des clichés. Ça dépend déjà de, vous savez, l'autisme, c'est un spectre. En fonction de si vous êtes en haut du spectre ou en fin fond du spectre avec un autisme très très sévère, les capacités ne sont pas pareilles. Donc, on ne peut pas dire que voilà, il sera peut-être très fort en ceci ou très fort en cela. Vous partez de ce que votre enfant aime, ok? Et donc, j'allais vous raconter en fin de cette vidéo-là j'ai dû interrompre parce que je partais, l'histoire d'une jeune autiste. Elle avait des capacités auditives, mais pointues. Et on s'est rendu compte qu'elle était capable de détecter le bruit. Je ne sais pas quel type d'appareil cette société-là fabriquait, mais elle était capable, juste par le son, de dire si le moteur de cet appareil fonctionnait bien ou pas. Vous comprenez? Et c'est une capacité rare parce qu'aucune machine, aucune intelligence artificielle n'était capable de faire cela. Cette entreprise dans laquelle la jeune autiste, à partir d'un certain âge, a fait un stage, des choses et tout, a fini par lui donner un contrat. Et le contrat, pour elle, c'était juste tester auditivement les moteurs. Vous comprenez? Il peut se trouver, par exemple, que votre enfant, ben, il aime tout ce qui est cuisine, pâtisserie. Moi, j'ai vu un jeune autiste comme ça, je ne sais pas dans quel... Je crois que c'était en Italie. Et bien, son papa a eu l'idée de créer une pizzeria autour du handicap, de la différence de son fils. Le plus beau dans tout ça, c'est qu'il a travaillé en mode associatif avec d'autres parents d'enfants autistes qui avaient plus ou moins des capacités similaires, vous voyez.
Il y en avait qui venaient travailler à la pizzeria en tant qu'autistes, mais eux, leur truc, c'était, ils faisaient le ménage, ou ils dressaient la table quand un client venait, ou ils faisaient la planche et tout, en fonction de ses capacités. Du coup, vous avez dans la pizzeria 6, 8 autistes qui travaillaient, c'est devenu un projet solidaire. Vous comprenez? Il y avait même des entreprises qui choisissaient une fois par semaine de commander spécifiquement les pizzas chez ces jeunes autistes pour, voilà, ou des gens qui commandaient pour des anniversaires. Vous voyez, c'est vraiment devenu un projet éco-solidaire. Ça peut être plusieurs choses. Ça peut être que votre enfant autiste, lui, c'est peut-être un sport comme la natation, qu'il aime bien. Bah ouais, mon fils autiste, il aime bien nager. C'est un très bon nageur, ok. On peut développer une activité pour lui à partir de là. Vous comprenez ce que je veux dire? Ça peut être comme le mien, là, c'est un champion d'escalade. Il aime tellement faire Tarzan que je l'ai inscrit à de l'escalade aujourd'hui. Il fait de l'escalade et tout. Peut-être que demain, hein, je ne sais pas, il aura quelque chose en lien avec ça, j'en sais rien. Il aime aussi beaucoup tout ce qui est percussion, éveil musical. Sa sœur fait du piano, lui aussi, il en fait un peu. Mais on voit bien que voilà, il en fait parce que il a aussi cette facilité à vous reproduire des sons, à refaire des sons. Il a vraiment cette capacité-là. Mais on voit bien qu'il aime plus la percussion. Il adore. Et moi, petit à petit, je commence à réfléchir à des choses. Je me dis, ouais, au-delà de l'activité musicale qu'on fait, il faudrait peut-être qu'il fasse un parcours spécialisé dans de la percussion. Ça peut être de la poterie. Vous remarquez que votre enfant, il aime fabriquer des choses, il aime bricoler. Mais vous développerez pour cet enfant un projet professionnel à partir de ses passions. En fait, ce que j'essaie de vous faire comprendre, c'est plus vous partirez de vous, les attentes que vous aviez, les projets que vous aviez, les rêves que vous aviez, plus vous aurez ce sentiment d'échec. OK? Et plus vous démarrerez à partir de l'enfant, de ses capacités, de ses passions, et plus vous aurez de l'espoir. En plus, aujourd'hui, il y a tellement de projets pour les adolescents autistes, vous savez, ceux qui sortent de la période de l'enfance pour rentrer dans la préadolescence, l'adolescence et tout. Il y a plein de projets, il y a beaucoup de structures qui sont mises en place. Et vous-même, en tant que parent, vous pouvez créer une sorte d'association avec d'autres parents d'enfants autistes pour faire porter vos projets. En fait, il y a beaucoup de portes qui s'ouvrent. Le dernier sujet que je voulais donc aborder, je vous ferai une autre vidéo sûrement demain ou après-demain en abordant l'autisme sous un autre angle. L'autre sujet que je voulais aborder, c'est les parents qui disent en fait, quand on a un handicap en famille, ça isole beaucoup. Alors, c'est pas complètement faux. C'est vrai que malheureusement, le handicap, la différence en général isole, ok? Parce qu'on est dans une société qui a encore besoin d'être sensibilisée, parce que vous avez des gens qui... Regardez la première vidéo que j'ai faite, là, qui a duré 20 minutes ou 30 minutes, où je vous ai parlé des gens qui peuvent même encore vous juger dans la rue, qui peuvent vous lancer des regards. Malheureusement, la société est comme ça. Mais vous savez, les gens ont très souvent la peur de l'inconnu. C'est la peur de ce qu'ils ne connaissent pas. La peur voilà, d'un handicap, d'une différence, d'une maladie, de choses qu'ils ne connaissent pas. Je dis, on l'a dit parce que, voilà, il y a des gens qui ont ce genre de choses parce qu'une personne a peut-être une maladie qui l'a défigurée et les gens vont dire, ah, c'est quoi ça, ils vont fuir et tout, vous comprenez? Ne le prenez pas pour vous, ok? Utilisez d'autres alternatives. Ça veut dire que si c'est une fratrie, votre enfant autiste a des frères et sœurs, ben les amis de ses frères et sœurs peuvent devenir aussi ses amis. Est-ce qu'il fréquente une association, un institut spécialisé, une classe spécialisée où il y a d'autres enfants avec d'autres types de différences? Prenez contact avec les parents des autres enfants différents et vous leur dites, écoutez, de temps en temps, on peut organiser un goûter où on se réunit entre parents. Vous voyez? Même eux, ce sera une bulle pour eux. Parce que vous serez dans un monde où ben, c'est vous les normaux. Vous comprenez ce que je veux dire? Quand je dis normaux, c'est pas... Enfin, n'utilisez pas le mot normal. Parce qu'en fait, un enfant autiste n'est pas un enfant anormal. C'est un enfant qui fonctionne différemment. Mais je veux dire que vous serez dans un monde où vous serez la majorité. Vous comprenez? Vous invitez 2, 3, 4 familles d'enfants autistes
pour un goûter, pour un thé. Vous vous dites, écoute, pour les anniversaires et tout, on peut s'inviter. Et du coup, si chacun de ces enfants autistes a un frère, une sœur, vous dites à la famille, bah, n'hésitez pas à ramener tout le monde, ramenez le frère, la sœur de votre enfant autiste, ramenez même la tante, les grands-parents si vous voulez. Et vous voyez que vous allez vous créer votre écosystème et vous allez vous passer les bonnes astuces, des choses qu'on ne dit pas. Je vous ai dit, le casque anti-bruit de mon fils, ben, c'est venu d'une maman, d'une jeune autiste qui allait en classe spécialisée avec mon fils. Vous comprenez? La dame, elle était chinoise et le mari était français. Et la petite est née pendant qu'ils étaient en expatriation en Chine et tout ça. Puis ils sont revenus et on a fait connaissance via la classe spécialisée. On a gardé contact et des fois on parlait, on se dit, je sais, mais voilà, mon fils il fait ci, ça. Et elle qui me dit, ah, la mienne aussi a fait ça. Ben, nous, on a utilisé un casque et ça. Ok, c'est quoi la marque de ton casque? Je savais même pas que ça existait. On se passe des astuces. Ah, elle me dit, oui, ma fille en ce moment, oulala, elle fait ça. Ça m'inquiète un tout petit peu. Je fais des recherches, voilà. Et moi, je lui dis, ben, ah, tiens, le mien, il a fait ça à telle étape. Nous, on a géré comme ceci, comme cela. Et on se partage, en fait, comme ça, des astuces. Et on se crée un réseau. Vous comprenez? En fait, c'est vrai, ça isole, mais ça peut aussi ouvrir d'autres portes, créer d'autres alternatives auxquelles vous n'auriez jamais pensé naturellement. Vous comprenez ce que j'essaie de dire? Donc voilà, c'est Avril Bleu, c'est le mois dédié à l'autisme. Le 2 avril, on a fêté la journée mondiale de l'autisme. Ne vous sentez pas seul. Je sais qu'il y a différentes formes d'autisme. Il y a des autistes autolésionnistes, donc ils se font du mal à eux-mêmes en se tapant par exemple la tête contre un mur et tout. Il y a des autistes par exemple qui sont, comment dire, un peu agressifs ou ils font plutôt du mal aux autres parce qu'en fait, ils ne savent pas communiquer, ils ne savent pas rentrer en lien avec les autres. Et pour eux, la seule façon de le faire, c'est d'aller par exemple piquer quelqu'un, arracher une chose qui appartient à quelqu'un. Et en fait, pour eux, c'est leur façon de susciter l'intérêt parce qu'ils ne comprennent pas le code des interactions sociales. C'est un accompagnement qui se fait peu à peu. Mais n'isolez pas votre enfant, ne vous isolez pas. Il y a d'autres façons d'intégrer la vie de tous les jours, mais à des degrés différents. Vous comprenez? Pour que la vidéo ne soit pas longue, je vais m'arrêter là. Je vous promets d'essayer de faire une vidéo demain. Sinon, après-demain, je vais essayer, franchement, maximum tous les 2 jours pendant ce mois d'avril, de vous proposer des capsules vidéo sur l'autisme sous différents angles. Je vais peut-être revenir sur une capsule avec le diagnostic de l'autisme, ou alors comment reconnaître des différentes formes d'autisme, les types de parcours de scolarisation possibles pour un enfant autiste, les réponses comportementales qu'on peut apporter face à certaines problématiques du coup comportementales des enfants autistes et tout. Voilà. Et comme je vous ai dit, aucun autiste n'en ressemble à un autre. Il y a autant d'autistes que de formes d'autisme. Ok? Mais après, il y a des petites similitudes qui partagent en commun. Voilà, moi je vous envoie tout mon soutien, toute ma chaleur, tout mon réconfort en tant que maman d'enfants autistes. Et voilà, j'espère que par cette vidéo, je sais pas, vous aurez une lueur d'espoir, un autre angle de compréhension de votre propre enfant. Vous envisagerez les choses différemment. Et vous aussi, si vous avez des propositions à me faire, n'hésitez pas par rapport à mon propre enfant. J'ai peut-être dit des choses ici pour lesquelles vous partagez un point de vue différent. Vous pouvez m'apporter des astuces. N'hésitez pas à me le dire en commentaire parce que le but, c'est aussi qu'on partage. On n'a pas la science infuse. Il y a des choses qui peuvent marcher et tout. Et je vais vous parler spécifiquement prochainement des problèmes de sommeil pour certains enfants autistes qui en rencontrent. Je vais essayer de vous aborder aussi cela et vous dire comment nous, on a pu mettre des choses en place qui ont vraiment marché de tonnerre. Ok?
Donc, je vous dis à bientôt. On aura sûrement une vidéo demain ou après-demain maximum. Là, je suis fatiguée. Il faut que je dorme. Vous avez vu? Je suis fatiguée. Il faut que je dorme là. Donc, je vais vous laisser. Et je vous dis sûrement à demain. Voilà. Et bisous à vos petits loulous autistes.